Je vous propose une aide vocale à la correction de votre fiche sur la décolonisation. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de regarder ensemble un processus qui a lieu après la Seconde Guerre mondiale pour une grande partie des pays d'Afrique et d'Asie. En fait, après 1945, des territoires qui étaient des colonies, dans décolonisation dans le mot colonie, vont vouloir être indépendants. Et c'est ce processus qu'on observe ensemble. Pour notre étude, on va choisir un exemple qui est l'exemple de l'Inde. Dans votre livre, vous avez une carte ici qui vous montre justement qui possède quelle colonie. Vous voyez que tous les territoires entourés d'un trait bleu sont possédés par la France, tous les territoires entourés d'un trait rouge, comme l'Inde, sont possédés par les Britanniques. Alors quand on parle de l'Inde, à l'époque, c'est tout ce territoire-là entouré en rouge. Donc vous voyez, c'est immense et ça comprend de nombreux pays actuels. La première question, c'était donc déjà de rappeler ce que c'était qu'une colonie. C'est un territoire occupé, administré, exploité par un pays étranger. Donc c'est le cas de l'Inde. Le territoire, il est bien sous contrôle des Britanniques, des Anglais, qui le dirigent, qui ont leur armée, leur administration et qui s'enrichissent grâce aux productions. Alors, les habitants de ce territoire ne sont pas forcément très contents de cette situation et certains leaders, certains chefs se dégagent, comme par exemple Gandhi. Alors là, j'ai une faute d'orthographe dans le nom de Gandhi, vous corrigerez. Il est célèbre, cet homme, parce qu'il a participé avec les Indiens à la lutte contre la domination britannique. Il est né en 1869, il est mort en 1948. Il a notamment organisé des marches, comme la marche du sel, qui le mène, lui et un grand groupe d'habitants de l'Inde, jusqu'à la mer. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Eh bien, en fait, c'est un geste symbolique. Ils vont ramasser le sel de la mer pour braver, pour un peu provoquer les Britanniques qui mettaient une taxe très forte sur le sel. Alors ça peut paraître purement symbolique, mais il faut bien comprendre que Gandhi, il était vraiment pour la non-violence. À aucun moment il n'a voulu lever les armes contre les Britanniques, faire des attentats ou des choses comme ça. Et son arme à lui favorite, c'est la désobéissance civile, c'est-à-dire de refuser d'obéir aux ordres que donnaient les Britanniques, comme par exemple refuser de payer des impôts. Il organisait aussi des manifestations où on s'asseyait, où on s'allongeait dans les rues pour montrer sa désapprobation. Donc c'est quelqu'un de très très vénéré par les Indiens, justement pour ses qualités de refus de la violence. Et grâce en partie à ses actions, mais aussi à l'action d'autres hommes politiques, les Britanniques vont accepter d'ouvrir des négociations sur l'indépendance du pays. Ceux qui participent à cette négociation sont Lord Mountbatten pour le Royaume-Uni, donc c'est le pays qui occupe l'Inde, donc c'est normal qu'il y ait un représentant. Et puis pour les Indiens, en fait, il y a deux hommes politiques, chacun représentant un parti qui a une tendance religieuse. Donc vous avez Nehru qui représente les Indiens de religion hindouiste. La religion hindouiste, elle est polythéiste, elle croit aux castes par exemple, et donc elle est très particulière. Et à l'intérieur de l'Inde, il y a aussi des millions de personnes qui sont des Indiens de religion musulmane et qui avaient un parti politique pour eux et qui était dirigé par Ali Jinnah. Grâce à ces négociations, eh bien, l'indépendance est obtenue en 1947. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez sur la carte, on va regarder de nouveau ensemble. L'Inde, c'est immense. Eh bien, cette partition va donner lieu à plusieurs pays et pour l'Inde, en fait, à deux pays. C'est ce qu'on reprend ensemble. Donc la partition donne naissance à un pays qui s'appelle l'Union indienne et à un autre pays qui va s'appeler le Pakistan. Et ce Pakistan, il est lui aussi divisé en deux, vous l'avez sur la carte ici. Le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Là, vous voyez, les deux sont reliés ici. Vous comprenez que c'est une situation pas très très facile puisque les deux parties du pays sont séparées par l'Union indienne ou par la mer.
Quelle était la raison à cette partition? C'est parce que les deux religions principales, donc l'islam et l'hindouisme, n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour cohabiter, pour vivre ensemble dans le même territoire. Donc Gandhi était contre cette partition, lui il pensait à faire une Inde unie autour des religions et il a été assassiné par un extrémiste hindou qui était de sa propre religion. Alors cette partition est assez catastrophique, notamment pour les habitants de part et d'autre des frontières, puisque on va avoir des déplacements qui sont énormes, plus de 6 millions par exemple ici de musulmans qui vont se déplacer vers le Pakistan, plus d'1,5 ici, et inversement des hindouistes qui vont devoir quitter la partie Pakistan pour aller vers l'Union indienne. À l'occasion de ces déplacements, il y a aussi d'importants massacres, là aussi des milliers, des centaines de milliers de populations, d'habitants, sont, euh, sont massacrés durant cette période. Aujourd'hui encore, ces deux pays, le Pakistan et l'Union indienne, ne sont pas tout à fait réconciliés. Il existe, comme vous le voyez, encore des conflits pour la frontière, notamment avec cette région ici qui s'appelle le Cachemire. Ni les Pakistanais ni les Indiens ne veulent abandonner cette région, ils pensent qu'elle est à eux, et les habitants de cette région, les Cachemiris, eh bien eux, ils voudraient bien être indépendants. Alors ça peut paraître loin et ne pas avoir beaucoup d'importance. Sachez qu'actuellement, en 2020, le conflit est toujours d'actualité et que le Pakistan et l'Union indienne sont détenteurs de l'arme nucléaire. Dernière petite précision, cette situation d'un Pakistan coupé en deux était vraiment inconfortable et en 1971, cette partie-là, le Pakistan oriental, est devenu un État à part entière qui s'appelle aujourd'hui le Bangladesh. Vous avez ensuite pris connaissance du document 3 pour savoir quel était l'avis des États-Unis et de l'URSS sur la colonisation. Eh bien, en fait, les Américains sont contre la colonisation. Ici, ils nous disent on ne peut pas être contre la serviture fasciste, c'est-à-dire les Allemands, les Italiens fascistes qui ont fait la guerre en 1939-45. On ne peut pas être contre ça et en même temps ne pas libérer sur toute la surface du globe les peuples soumis à une politique coloniale rétrograde. Rétrograde, c'est-à-dire arriéré. Les Américains sont contre la colonisation. N'oubliez pas que dans leur histoire, ils ont eux-mêmes été colonisés par les Britanniques au départ et qu'ils ont mené une guerre d'indépendance. Le 4 juillet, qui est la fête nationale des États-Unis, c'est la fête de l'indépendance par rapport aux Britanniques. Pour l'URSS, eux aussi sont contre la colonisation. Pour eux, la colonisation, c'est le contraire du communisme. Donc, ils veulent être pour l'indépendance de toutes les nations. Donc, de ce côté-là, ils se rejoignent. Donc, la réponse que je vous propose. Les États-Unis et l'URSS sont tous les deux contre la colonisation et pour l'indépendance des peuples colonisés. Ils se sont battus durant la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne qui voulait contrôler des pays et leurs peuples. Ils sont pour la liberté des peuples à choisir leur indépendance. Vous savez que depuis 1945 existe un organisme international qui s'appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et dans sa charte, c'est-à-dire son règlement, son texte de base, les Nations Unies ont choisi de poser ce principe, l'égalité des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'un peuple peut choisir d'être indépendant s'il le veut. Donc les Nations Unies, l'ONU dit oui, les peuples qui veulent peuvent être indépendants. D'où la réponse que je vous propose. Elles peuvent, les colonies, s'appuyer sur le principe d'égalité et sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire à choisir qui les dirige. Après cet exemple de l'Inde et cette petite information sur ce qu'en pensent les États-Unis et l'URSS, nous avons maintenant un petit passage sur quelle a été la manière et la chronologie de ces indépendances. Donc on peut voir que tous les pays qui étaient colonisés n'ont pas été décolonisés en même temps. Il y a une différence entre l'Asie du Sud et du Sud-Est, où les colonies sont devenues indépendantes plutôt entre 45 et 56, et l'Afrique. C'est plus tardif pour l'Afrique. La majorité des pays deviennent indépendants entre 1956 et 1964. C'est même plus tardif pour certains pays comme les colonies Angola et Namibie, Mozambique, qui étaient sous domination portugaise et qui ont obtenu leur indépendance très tardivement.
Alors, en Inde, ça s'est passé avec de la négociation, comme on l'a vu, avec Lord Mountbatten, Ali Jinnah et Nehru. Dans d'autres pays, ça a été plus conflictuel. Vous voyez les petites explosions ici qui indiquent qu'il y a eu des guerres d'indépendance, hein. Donc, l'indépendance peut être obtenue par la force dans des conflits armés. Pour la France, puisque la question suivante porte sur la France a connu deux conflits de décolonisation. Le premier, chronologiquement, il se situe dans cette partie du monde qu'on appelle l'Indochine. Hein, le Vietnam, le Laos et le Cambodge étaient sous domination française. Les peuples de cette région se sont révoltés et la France n'a pas voulu donner son indépendance aux habitants. Il y a donc eu une guerre en Indochine entre 1945 et 1954. Mais le conflit qui a eu le plus de retentissement et qui a le plus affecté la France et les Français, c'est le conflit pour l'indépendance de l'Algérie. C'est donc la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. Alors déjà la proximité n'est pas la même, hein, c'est beaucoup plus près que l'Indochine. Il y a beaucoup plus de Français qui vivaient en Algérie qu'en Indochine. Il y a près d'1 million de personnes d'origine française qui vivaient en Algérie. Et puis l'Algérie, c'était un territoire qui était subdivisé en 3 départements français. Donc pour les Français, l'Algérie, c'était une continuité du territoire et donc beaucoup d'entre eux ne voulaient pas laisser partir l'Algérie. Il y a tout un dossier dans votre livre, page 136, page 137, j'y reviendrai probablement plus tard. Dernière chose, ces pays qui deviennent indépendants, est-ce que pour autant leur situation est positive? Eh bien, c'est compliqué pour eux. En partie parce que, vous voyez ici l'indication troubles post-coloniaux. Une fois qu'ils deviennent indépendants, il peut y avoir encore des conflits, des guerres à l'intérieur même du pays, pour savoir qui va diriger. Dans un même pays, il peut y avoir des peuples différents qui ne s'entendent pas. Donc ça, c'est très problématique. Et puis, si vous avez lu aussi le 2, page 147, vous avez compris que ces nouveaux pays aussi ont des difficultés économiques. Hein. Ils ont du mal à faire démarrer leur économie et que les populations souffrent de pauvreté. Les deux dernières questions sont des questions plus politiques. Que font ces pays indépendants du point de vue de la politique mondiale? Eh bien, ils vont chercher à se réunir en 1955 à la conférence de Bandung. Alors ne vous inquiétez pas pour l'orthographe de Bandung, ça peut s'écrire de plusieurs manières différentes. Donc ils vont se réunir à cette occasion et ils forment un groupe qu'on appelle le tiers-monde. Ils ont l'intention d'avoir leur mot à dire au niveau international. Mais comme ils ne sont pas très puissants, ça va être quand même très très difficile pour eux de se faire entendre. D'autant plus qu'à l'époque, il y a vraiment une domination du monde des États-Unis et de l'URSS et que ces deux pays cherchent à mettre de leur côté tous les pays du monde. Or, les pays du tiers-monde, eux, ils voudraient être en dehors de ces querelles. Hein. Ils voudraient, on dit, être non alignés, ni dans le camp des États-Unis, ni dans le camp de l'URSS. Voilà, je vous envoie par Pronote le cours qui va avec ces exercices en espérant que l'essentiel a été compris. Merci.